Bonjour. Alors, je suis un peu impressionné d'avoir une introduction aussi belle, surtout quand il y a des gens qui font du libre depuis beaucoup plus longtemps que moi dans cette salle, notamment Tristan. Je vais vous parler de logiciels libres comme levier de souveraineté. Je suis président de Videolan. Videolan, c'est cette association qui a comme but d'avoir des cônes de chantier partout où ça n'a aucun sens, notamment sur vos PC. Ça n'a aucun sens d'avoir un cône de chantier comme lecteur vidéo, ça n'a jamais été réfléchi, mais c'est très intéressant de voir l'histoire de Videolan, parce que justement, ça vous montre qu'il y a des choses complètement inattendues dans l'open source et qu'elles sont importantes. Juste en introduction, Videolan, ça ne fait pas que VLC. Aujourd'hui, vous utilisez les technologies développées par VLC, Videolan, FFmpeg tous les jours. À peu près tout ce que vous regardez en vidéo, que ce soit sur votre télé, que ce soit sur Netflix, sur Amazon, sur autres, il y a du code fait par des gens qui font de l'open source. On va parler pas mal de souveraineté, même si c'est quand même un petit peu bizarre. Parce que quand même la souveraineté, ça fait penser à un prince, quoi. Ça fait penser à des gens qui sont plutôt autoritaires. Et ça va plutôt à l'inverse de ce qu'on essaie de faire dans l'open source, qui est complètement libre, ouvert, etc. Pourtant, c'est la mode. Franchement, je ne peux pas parler aujourd'hui de numérique sans parler de souveraineté, pour plein de raisons qu'on va voir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne un petit peu d'arriver et de parler de souveraineté, parce que on est dans notamment autour de Videolan, on est dans des communautés qui sont plutôt anarchistes, plutôt proches de l'anarchisme, et l'organisation spontanée que le fait du prince. Alors, pourquoi c'est important ? C'est important parce que aujourd'hui, on ne peut pas être bon partout. Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de tout faire bien, mais moi pas. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez acheter votre pain, que vous ne faites pas. Enfin, si vous pouviez le faire, ce serait cool. Vous l'avez fait pendant le Covid, mais depuis, vous avez arrêté. Quand vous faites vos présentations, vous n'êtes pas en train de recoder votre logiciel. Et c'est vrai, en fait, sur l'ensemble de ce qu'on fait. Ça s'appelle l'organisation scientifique du travail. Et donc, l'important de définir la souveraineté, en fait, elle se définit par rapport à un groupe. Puisque la souveraineté, c'est l'équilibre entre autonomie et hétéronomie. Donc, c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire et sur quelle est ma sphère de dépendance que j'autorise à l'extérieur. Par exemple, vous n'avez pas la souveraineté sur votre pain en vous disant, finalement, faire du pain, je vais être capable de le faire. OK. Je vais être capable de souder quelque chose. OK, pas de problème. Est-ce que vous êtes capable de coder votre système d'exploitation ? Ça va commencer à être difficile. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, votre système d'exploitation, que ce soit Windows, Android, Debian, c'est à peu près 1 milliard de lignes de code potentiel. Sachant qu'une bonne journée, vous en avez créé 10. Vous avez encore un peu de temps. Mais surtout, comment faire confiance ? Comment savoir ce qui marche sur votre machine ? C'est pas très important. Oui, on va voir que si. Et puis, tout ça tourne sur des ordinateurs qui ont à peu près 100 milliards de transistors. Aujourd'hui, c'est pas inconcevable. Déjà, il y a certaines puces qui font déjà plus que 100 milliards. Donc, vous ne pouvez pas comprendre, et donc vous dépendez de plein de gens. Mais comment on fait ? Comment on fait pour faire confiance ? Aujourd'hui, et ça m'est arrivé quand j'étais à parler d'une personne chez Meta, qui était VP of Engineering, il me disait que 90% du code qui tourne sur les ordinateurs de Meta est open source. Ah ouais ? Bah oui, mais en fait, il y a tellement de choses, il y a tellement de couches, il y a tellement de dépendances, que ce soit du kernel, les bibliothèques utilisateurs, les frameworks Python, les frameworks de data science, les frameworks d'advertising et d'espionnage. Vous rigolez, mais il y en a plein qui sont open source quand même. Pardon, on appelle ça télémétrie, excusez-moi. La plupart du code, en fait, il est open source. Et il est développé par des gens qui viennent un peu de tout le monde, un peu de partout, et qui sont des gens un petit peu bizarres, des gens comme moi. Et en particulier, ce qui est important, c'est que maintenant, votre ordinateur, ce n'est pas un ordinateur. C'est que dans votre ordinateur, par exemple, vous avez une carte réseau, une carte graphique, c'est un propre ordinateur. Vous avez plusieurs systèmes d'exploitation qui tournent sur vos ordinateurs. Mais sur votre téléphone, il y en a même plusieurs. Il y en a un qui s'appelle le baseband modem, qui est un petit truc qui peut faire tourner les choses, vous n'êtes même pas au courant. Donc même si jamais vous construisiez tout en open source, il y a encore à l'intérieur de vos ordinateurs d'autres ordinateurs que vous ne contrôlez pas.
Résultat, en fait, les dépendances, il y a des dépendances de dépendances de dépendances, et la plupart, en bas, le truc qu'on voit vraiment pas en bas de l'iceberg, c'est de l'open source. Alors, c'est pas très grave. Ouais, enfin si. Aujourd'hui, vous passez vos journées devant votre ordi. Il y a un ordinateur que vous appelez téléphone, mais grosso modo, vous faites tout. Vous allez lire, vous allez écouter de la musique, vous allez jouer. Dans les années 90, c'était en physique, maintenant c'est dans votre ordinateur. Il n'y a pas un seul de vos travaux intellectuels, et même d'ailleurs pas intellectuels, qui ne sont pas faits devant un ordinateur. Vous votez, dans la plupart des pays, maintenant on a du vote électronique. Vous vous informez, ou vous croyez vous informer, c'est devant un PC. Bref, toute notre vie aujourd'hui autour du numérique, qu'elle soit en tant que citoyen, en tant que travailleur, en tant que père de famille, en tant que plein de parties de votre vie. Il y a encore quelques endroits dans la vie perso où ça l'est pas, et encore. Et jusque quand? Et en fait, dans les années 90 et début des années 2000, on avait un super envie de l'informatique, ça allait empower everyone. Tout le monde allait faire du Wikipédia. Et tout le monde allait travailler ensemble. On allait avoir une connaissance incroyable à portée des mains. Alors c'est vrai qu'il y a ça sur Internet, mais ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que la règle des 1-10-90, elle est très importante. C'est qu'il y a 1% de producteurs, 10% de curateurs qui donnent à tout le monde et 90% de gens qui consomment. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens sont passifs et beaucoup de gens, en fait, ne consomment le numérique que quand il leur est donné. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelques sociétés, qu'on appelle les GAFAM, hein. Bon, c'est un mauvais mot, mais ça fait bien comprendre, qui, eux, ont un contrôle intégral sur toute la stack. Évidemment, on parle de Microsoft, Nvidia, Google, Facebook, des sociétés qui font pas grand-chose, hein, quelque chose comme 3 000 milliards de capitalisation boursière. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui le top 10 des plus grosses sociétés au monde, il y en a 9 qui sont de l'informatique et qui font du logiciel et qui donnent accès à tout ce que vous faites aujourd'hui en ligne. Alors, celle qui n'est pas de l'informatique, c'est Aramco, qui vend du pétrole. Vraiment, trop bien. Alors, pourquoi il y a un risque? En fait, s'ils étaient gentils, ça serait cool. Ils sont gentils, hein, bien sûr, évidemment. Ils veulent votre bien. Leur objectif, c'est évidemment que... Ah non. Effectivement, les sociétés n'ont pas de morale. Les entreprises n'ont pas de morale. C'est une entité, même l'entreprise qui était le plus à pousser le libre très longtemps, qui s'appelait Google, qui avait comme motto de Don't do evil ou Do no evil. Donc cette boîte, elle est morte. Maintenant, elle a été remplacée par Meta, qui est peut-être celle qui passe son temps à voler vos données. Malgré tout, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, ça c'est la vision des Européens de la compétition internationale. Oh, ils sont tout mignons. Ah, on va travailler avec l'OMC. Ah oui, il faut faire des règlements, etc. Et pendant très longtemps, c'est ce qu'on a vu. Alors, je suis un peu méchant, mais il faut savoir qu'entre le Cloud Act, le Patriot Act, ce qu'on a appris par Snowden principalement, et toutes les choses, en fait, on est plutôt dans ce cas-là. C'est-à-dire que... ouais, c'est mignon, des petits chats, ça fait toujours rigoler aux gens. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dire qu'une entreprise américaine ne va pas vous espionner. C'est impossible. On a aujourd'hui des super cloud providers souverains qui déploient des stacks logiciels informatiques américaines en local. Ouais, vous inquiétez pas, faites-nous confiance. Ouais, tout à fait. Alors non seulement vous ne pouvez pas leur faire confiance, mais en particulier, ils n'ont même pas le droit de vous dire de ne pas leur faire confiance. C'est-à-dire que ça s'appelle les National Security Letters, vous n'avez pas le droit, ils vont vous espionner, et vous n'avez pas le droit de dire non. Et surtout, ils n'ont pas le droit de vous le dire. Bon, les Chinois, ils sont un peu plus directs, hein. Ils ont mis un grand firewall, si tu veux rentrer dedans, tu dois donner tout, accès à tout à l'État. Au moins c'est un peu moins hypocrite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute votre bureautique, donc tous vos documents, ils sont gérés dans le cloud ou dans des logiciels américains. Alors, à part moi qui utilise LibreOffice, là même pour faire la conférence aujourd'hui, j'ai dû envoyer des super slides en PPTX. Voilà. Donc encore, ça veut dire utiliser Office. Ça veut dire que tous vos mails, 25% des mails qui circulent sur la planète, c'est Gmail, et le reste, ça doit être un bon 30% Azure, qui a dû se renommer en Mail Azure, ou Office 365, ou Microsoft 365, enfin bref, ça change tous les mois, c'est normal, c'est Microsoft.
Mais donc ça veut dire que toute la richesse de toutes vos organisations, à n'importe quel moment, elle peut être regardée par des Américains. Oh mais non, ils font pas ça. Non, pas du tout. Non. Ça n'est jamais arrivé qu'on fasse des contrats industriels, par exemple dans la défense, et que tout d'un coup, la veille ou 2 jours après, avant, bam, finalement on ne signe pas avec les Européens, on signe avec les Américains, parce qu'il y a eu un retournement de situation. Ils ont des prix meilleurs. Je ne parle pas d'avions, ni de sous-marins, ni de tubes en aluminium pour le pétrole. Voilà, donc c'est important, et c'est là en fait le risque de la souveraineté numérique, c'est jusqu'où on peut faire confiance. Et se pose cette question, c'est la souveraineté, c'est quel niveau? Est-ce que c'est au niveau d'un État? Est-ce que c'est au niveau de l'Europe? Peut-être pas. Est-ce que c'est au niveau de votre région? Est-ce que c'est au niveau de votre organisation, de votre entreprise? Ça, c'est à vous de le définir. C'est comme quand on fait de la sécurité informatique, la première chose qu'on vous demande, c'est de définir votre threat model. C'est-à-dire, c'est quoi votre risque? Et donc, évidemment, si vous travaillez au ministère de la Défense, si vous travaillez chez Airbus, ou si vous travaillez dans une petite PME qui fait de l'aide à la personne, votre risque, il n'est pas le même. Par contre, il faut bien se rendre compte du risque. Et il faut bien se rendre compte que le logiciel libre est une des solutions qui va vous permettre de, justement, vous exposer moins à ce risque. Alors ouais, bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un truc qui s'appelle l'IA, notamment Generative IA, il y a quelques personnes qui en parlent en ce moment. Il y a un vrai problème avec l'IA aujourd'hui, c'est que les moyens qu'il faut déployer sont colossaux. Pour vous donner une idée, donc la carte la plus utilisée pour faire de l'entraînement de LLM et d'autres modèles d'IA générative s'appelle la H100. Bon, à la fin de l'année dernière, il y avait 2% des H100 qui étaient déployés en Europe. 2%. C'est ridicule. C'est-à-dire qu'en fait, les Européens ont failli rater ce virage. Et ça a été le même cas pour les réseaux sociaux. Les Européens ont raté le virage des réseaux sociaux, et dans le logiciel, on a quand même pas mal raté tous ces virages-là. Alors que un des meilleurs têtes pensantes de l'IA au monde s'appelle Yann Lequin, il est français, hein, il travaille chez Meta. Et d'ailleurs, quand on va dans les équipes chez DeepMind, chez Meta, il y a beaucoup de Français, et beaucoup d'Européens en général. Mais là, en fait, le problème, c'est que pour compete, ce n'est pas juste une question de cerveau, c'est une question de moyens. Un super cluster de 1000 H100, pas grand-chose, hein, ça consomme 1 mégawatt, pareil. Ça coûte 50, 60 millions, 70 millions. Puis là, on est en train de discuter de déployer des gens déploient, Facebook déploie 160 000 H100. Ça veut dire juste le déploiement, il coûte plusieurs milliards, juste d'achat de matériel. Il faut les faire tourner. Donc là, en plus, non seulement il faut être bon, mais en plus, il faut avoir des moyens, et les premiers qui démarrent ont un avantage comparatif délirant. Et c'est ça qui est grave, et c'est là où il faut qu'on se réveille. Alors, qu'est-ce que c'est l'open source? Qu'est-ce que c'est le logiciel libre, et c'est quoi l'open culture? Alors, l'open source, c'est ça. La différence entre je vais dans la boulangerie, j'achète un gâteau au chocolat qui a l'air super bon, j'ai faim maintenant, et donc ça, c'est vraiment le logiciel classique propriétaire. Vous téléchargez Word que vous avez acheté légalement, parce que sinon ça serait mal. Le logiciel libre, c'est la même chose. L'open source, c'est la même chose. Non seulement je vous donne le gâteau, mais je vous donne la recette pour faire le gâteau. C'est cool. Et puis en plus, je vous dis aussi les spécifications techniques du four, et puis je vous donne exactement tout le métal qu'il faut. Bref, je vous permets de faire le gâteau. Donc non seulement je vous donne le gâteau, mais je vous donne le droit de faire le gâteau. Et mieux que ça, je vous donne le droit de modifier le gâteau et de le revendre. C'est exactement ça. Un programme informatique, c'est une sorte de longue recette de cuisine qu'on chiffre en ligne de code, mais finalement, ça marche de la même façon. Alors, dans les années 90, donc, sont arrivées 2 grandes philosophies. La philosophie qu'on a appelée vraiment logiciel libre, free software, autour de GNU et d'un monsieur qui s'appelle Richard Stallman, et ce qu'on appelle l'open source initiative. Il faut comprendre que c'est 2 variantes du même mouvement, du partage du logiciel et des briques du logiciel en même temps que le logiciel.
Il y a une petite différence entre les deux, qui est peut-être un peu, sémantique, mais il faut comprendre que les deux, c'est une question de philosophie. Ça n'est pas de la technique. L'idée, c'est de se dire, je veux donner le pouvoir aux utilisateurs. C'est-à-dire, je veux vous permettre de utiliser le logiciel comme vous le souhaitez, et pas avoir à scroller des centaines de pages de contrats de licence utilisateur final, que vous lisez à chaque fois, bien sûr. J'en ai pas, bien sûr, parce que vous êtes très sérieux quand vous signez vos contrats. Mais aussi de le modifier, la recette de cuisine, de le redistribuer, vous avez le droit de le redistribuer, et vous avez le droit de le redistribuer et redistribuer vos versions. Votre gâteau au chocolat, maintenant, il est à la fraise, et pourquoi pas. Il faut juste comprendre, c'est que être libre, ça ne veut pas forcément dire être gratuit. Il y a une petite boîte qui s'appelle Red Hat, qui faisait principalement du logiciel libre, qui se fait racheter pas grand-chose, à peu près 19 milliards, je crois, par IBM. Il y a plein de business sur l'open source, et c'est une erreur qui arrive souvent. L'open source, c'est une façon de développer, c'est une mentalité d'organisation, ça n'est pas un business model. Il y a plein d'entreprises qui font beaucoup d'argent avec l'open source. Il y en a même des européennes comme OpenERP, qui s'appelle Odoo, qui en fait beaucoup. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'open source, c'est basé sur le copyright. Donc c'est un peu bizarre, c'est un truc qui est un peu libre, vous pouvez utiliser mon code source comme vous le souhaitez, et pourtant ça se base sur le copyright, ce qu'on appelle le copyleft. En fait, ça utilise les mécanismes de propriété intellectuelle mondiaux, et des traités de Madrid et de Berne, pour diffuser des droits aux gens. Alors, qui sont ces gens? Ça a commencé dans les années 90, c'était principalement des gens autour d'un truc qui s'appelait le kernel Linux, et puis du PHP, et puis MySQL. C'était des gens, et notamment c'était des outils faits pour les développeurs. Ce qu'on appelait scratch niche, c'est-à-dire un truc qui t'embête, il y a un truc qui ne fonctionne pas, il te manque un logiciel, tu te codes, mais tu n'as pas le temps. Tu es tout seul, tu n'as pas assez de temps pour le faire. Donc le soir, plutôt que de regarder un film, tu te mets à coder, et se sont créées des petites communautés autour de réseaux comme IRC, c'est du chat, c'est pour Slack, mais pour les vieux. Mais c'est exactement la même chose. Et ils se sont mis à discuter, ils ont fait des choses, et il y a des trucs qui sont devenus de plus en plus importants. C'est principalement dans les années 90. Et l'idée, c'était... On était passé de la philosophie GNU qui était « je veux maîtriser », et l'informatique peut être dangereuse, donc il faut la maîtriser, à moi j'ai envie de faire un truc cool, alors je le fais. Et donc on a de tout. On a des communautés complètement désorganisées. Par exemple, même Videolan, c'est pas le plus désorganisé, mais des gens qui sont limite vraiment anarchistes. On code. Maintenant des assos, puis des fondations de fondations. Et notamment, il y a une fondation qui s'appelle la Linux Foundation. C'est une association qui fait 300 millions de chiffres d'affaires. Une paille. Elle reste en association. Et puis maintenant, on écoute Google, Facebook, Microsoft, tout le monde fait de l'open source. Donc, il y a plein de gens, mais à l'origine, c'est quand même des petites communautés de gens un peu bizarres, principalement des geeks, qui le font. Et comment ils s'organisent? C'est très important, c'est que c'est la licence. On utilise le copyright, on utilise le droit d'auteur, c'est-à-dire que sur chaque logiciel, on te donne une licence qui te donne le droit. Donc on dit, moi en tant qu'auteur, je te donne une licence qui te donne ces libertés et que tu dois respecter. Et tout le monde se met d'accord sur chaque projet sur la licence. Alors entre projets, on ne se met pas d'accord et donc on se tape dessus. Et ça c'est important parce que tout le contrat social au sens de Rousseau est au niveau du projet. C'est-à-dire que je rejoins un projet et je me mets d'accord et je suis d'accord avec l'idée du projet et j'accepte la licence. Et donc à ce moment-là, je donne mon droit d'auteur, je contribue mon droit d'auteur sous cette licence. Et c'est pour ça qu'il y a, vous voyez dans les communautés open source, beaucoup de batailles sur les licences, parce qu'en fait, c'est vraiment la clé de voûte. Il faut savoir aussi que c'est grâce aux licences ou à cause des licences que aussi des équipes se splittent. Puisque comme c'est des communautés, c'est très facile de dire finalement, moi je suis pas d'accord, il faut mettre plus de sucre dans mon gâteau au chocolat. Non, il faut en faire une version sans gluten. Et puis à un moment, en fait, on a la communauté qui fait deux communautés. C'est des choses qui arrivent, qui sont normales. Tout le monde ne se met pas d'accord, mais ça avance. Et à chaque fois, l'important, c'est de respecter sa propre licence. Alors, ça fait des communautés de plein de geeks. La plupart du temps, ils ne travaillent pas, ils ne se voient pas. Donc le jour où il y a eu le Covid, la plupart des communautés open source, elles n'ont même pas vu le problème. C'est vrai.
c'est des gens qui se rencontrent assez peu. Donc là, c'est une des seules exceptions à ça s'appelle le FOSDEM. C'est une conférence gratuite qui est tous les ans à l'Université libre de Bruxelles. Il y a à peu près 6000 personnes. Alors, à peu près, parce qu'il n'y a pas d'inscription, on y va comme ça. Et qui fabrique énormément de logiciels. Un des logiciels, qui est plus un logiciel, qui s'appelle Debian, c'est une distribution Linux. Et donc, c'est une distribution qui prend l'ensemble des logiciels qui existent sous Linux. Donc, il y a évidemment le kernel Linux, mais évidemment tous les frameworks, tous les bibliothèques et plein de logiciels. C'est pas grand-chose. On parle de 1,9 milliard de lignes de code dans Debian. À peu près 25 000 packages, donc 25 000 programmes. Donc ça veut dire que des gens qui ont contribué à Debian directement ou indirectement, des communautés de communautés, ont peut-être 100 000 personnes qui ont contribué à Debian. Et d'ailleurs, la plupart n'ont même pas travaillé avec Debian, ils ont juste codé leur logiciel open source, libre, qu'ils ont ensuite, que quelqu'un a repackagé et a redistribué. Debian, c'est un système d'exploitation qui fait tourner énormément de machines dans le cloud, mais qui fonctionne absolument parfaitement. Et qui est bien plus facile à utiliser que Windows, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Et ce qui est important, c'est comment on fait confiance. Comment on fait confiance, comment on sait ce que fait Debian. Parce que finalement, il y a des milliards et des milliards de lignes de code, comment ça marche? Alors déjà, Debian recompile tout. Tout. Parfois fait des erreurs. Il y a eu un petit bug de sécurité une fois à cause de ça. Mais chaque personne, chaque packager, chaque maintainer qui maintient un logiciel recompile tout ça. Et surtout, il le confirme et il le signe avec sa clé privée. Il dit, bah voilà, j'ai une authentification, c'est bien moi. Et ensuite, il y a des groupes de développeurs Debian qui resignent et qui disent, oui, ok, la personne l'a bien fait et l'a envoyé. Et puis ensuite, il y a quelqu'un d'autre, une autre communauté qui s'appelle les FTP Masters, qui prennent les logiciels et disent « Ok, ça c'est la bonne version et on peut la sortir. » Ouais, mais il se passe quoi s'il y a un méchant au milieu? Parce qu'évidemment, quand on a des milliers de développeurs Debian, il y en a forcément un qui est méchant. Pour plein de raisons. Soit il est vraiment méchant, soit quelqu'un a pris son ordi, soit etc. Et donc on fait ce qui s'appelle le reproducible code, c'est-à-dire qu'on va compiler plusieurs fois les logiciels par des personnes différentes, et on va pouvoir ensuite vérifier. Donc on fait confiance, on a tous un système de Web of Trust où on fait confiance les uns les autres, mais quand même on vérifie. Et ça, c'est important. Et ça, c'est très rare, et ça marche sur des milliers et des milliers et des milliers de packages. Il y a probablement plus de lignes de code dans Debian et dans tous les packages que dans le Microsoft Windows. Alors moi, je vais vous parler un peu d'un autre truc qui s'appelle VLC. VLC, c'est un logiciel un peu bizarre. C'est ce que je dis, c'est le logiciel français le plus utilisé au monde. Là, il n'y a pas de débat. C'est aussi le moins rentable. Parce que quand on a 500 millions ou 600 millions d'utilisateurs actifs et que ça rapporte littéralement zéro, bon, c'est pas très rentable. Mais c'est un projet qui est complètement délirant puisque il n'y a pas eu de créateur à VLC. Il y a des gens dans les années 90, même dans les années 80, qui ont déployé un réseau sur le campus de l'école centrale Paris en token ring. Je pense que ça parle à quasiment plus personne. Si, ouais, je suis désolé pour vous. Donc token ring, c'était une technologie de réseau où en fait il n'y a pas de routeur. C'est-à-dire qu'on parle à son voisin, c'est comme si là vous teniez tous la main comme ça, et vous pouvez juste faire des 1 et des 0 en faisant des pressions de main. On va le faire, ça va être super pratique. Et vous envoyez un message de là à là-bas. Le problème, c'est que chaque personne doit regarder en disant « est-ce que c'est pour moi ?» Alors ça marche très bien dans les années 80 quand vous faites juste des mails en ligne de commande, hein, évidemment. Ça ne va pas quand on veut jouer en réseau. Et donc il y a beaucoup trop de latence, parce que là, si on faisait ça, c'est le plus lent d'entre vous qui va ralentir tout le monde. Okay, bon, donc ils veulent un nouveau réseau. Et comment ils ont un nouveau réseau? Ils vont voir l'école en disant « ah, on voudrait un nouveau réseau pour travailler. » Okay. C'était en 94, donc pas du tout au moment des sorties des premiers FPS pour jouer en réseau. Pas du tout, hein. C'est vraiment coïncidence totale. Et donc ils arrivent et ils veulent un nouveau réseau et l'école lui dit « écoute, on ne peut pas vous aider, allez voir les partenaires de l'école. » Ils vont voir les partenaires de l'école et il y a quelqu'un qui était le DSI de Bouygues Construction à l'époque, dit « le futur de la télé, c'est le satellite. » Bon, en 95, pourquoi pas. Si vous êtes capable de faire juste une grande antenne satellite et de diffuser à tout le monde sur le réseau, franchement, moi, je vous paye votre nouveau réseau. Alors, ça vous semble évident de faire de la télé sur réseau. On est à l'époque, on a des 486 DX à 33 MHz.
des décodeurs télé qui sont gros comme ça, qui coûtent 3000 francs. C'est quasiment de la science-fiction. Mais les étudiants, ils disent OK, ils y vont, et ils font un projet, et le projet, il met 2 ans, 96, 97. Ça marche 30 secondes, ça crache, c'est pas grave, on a montré que ça marchait, qu'on pouvait prendre les flux satellites IP et les diffuser sur le réseau et les décoder plus loin. Et le projet aurait pu s'arrêter là. Et d'ailleurs, il s'est arrêté là pendant 1 an, et il y a quelqu'un qui est arrivé qui fait OK, on va le relancer, parce que la vidéo sur le réseau, c'est important, et on va le rendre open source. Et donc, ces étudiants relancent le projet qui va s'appeler Vidéo LAN, et donc va créer ce logiciel. Ces logiciels, puisqu'à l'époque, il y a un client, il y a un serveur, il y a des équipements réseau spécifiques, etc. Et ils mettent 2 ans à se battre avec l'école pour que ça devienne open source, parce qu'à l'époque, il fallait expliquer ce que c'était l'open source. Et donc, en janvier 2001, il y a l'école qui signe en disant « Ok, j'autorise à ce que ce soit licencié sous la licence GNU ». Alors, en fait, l'école, ce qu'ils voulaient, c'est espérer pouvoir revendre les décodeurs MPEG-2 et pour faire de l'argent pour l'école, puisque l'école, comme la plupart des grandes écoles en France, considère que la propriété intellectuelle de ses élèves lui appartient. Bon. En 2001, donc ça sort, et c'est un truc qui est confidentiel. Mais il y a quelqu'un en Angleterre qui le porte sous Windows, il y a quelqu'un en Hollande qui le porte sous Mac, et en fait, très rapidement, ça passe de quelques milliers d'utilisateurs à 10 000 utilisateurs, 100 000 utilisateurs, puis ça grossit, ça grossit. VLC, c'est assez rigolo parce que pour moi, c'est quand je vais présenter au fin fond de l'Inde ou en Chine, etc., que je parle de VLC, et les gens comprennent un peu, mais quand je parle du cône de chantier qui lit des vidéos, alors là, tout le monde fait. Évidemment, c'est une raison d'étudiants ayant un peu trop bu qui ont mis ce cône, mais jamais personne s'est dit ça va être connu. C'était pas le but. Il n'y a personne qui s'est dit je vais faire un lecteur vidéo. C'était une solution d'ailleurs. Et donc c'est assez rigolo parce que c'est ce petit projet fait par des étudiants qui est maintenu et qui a toujours été maintenu par à peu près 4 ou 5 étudiants par an. Parce que c'est ça dont on parle. Hein. On n'est pas Mozilla, on est vraiment tout petit. 4 ou 5 personnes par an, faisant sur leur temps libre, qui ont monté ce logiciel et qui est utilisé partout dans le monde. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est le logiciel étudiant qui est plus connu que son école. Parce qu'à l'extérieur de la France, en centrale Paris, personne ne sait ce que c'est. Moi, je vais vous raconter une petite histoire rigolote sur VLC. C'était il y a quelques années, je reçois un mail d'un mec qui dit « Bonjour Jean-Baptiste, je m'appelle Salah-Eddine Sallah et j'habite Alep Est. » Voilà, il y a JB qui regarde sur Le Monde, bombardement à Alep Est. Ok, d'accord. J'ai 2 heures d'électricité par jour et j'ai 2 heures d'internet par jour, les bons jours, mais j'ai rien à faire. Est-ce que tu peux me donner une tâche? Je dis, t'es sûr que tu veux coder là? Il dit, mais j'ai rien à faire. Bon. Je dis, écoute, on a un problème de rendu des sous-titres en arabe. Pour ceux qui connaissent un peu la calligraphie arabe, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de ligatures, un peu comme le ST dans les Pléiades ou le E dans l'eau. Mais c'est pas très grave. Mais pour l'arabe, en fait, c'est très moche. Puis l'arabe, c'est une langue assez difficile parce que parfois on écrit comme ça, puis parfois on écrit comme ça parce qu'il faut mettre les nombres, parce qu'on a gardé les nombres européens. Donc je lui dis, voilà, il faut faire ça. Et voilà comment tu le fais. Plus de nouvelles pendant 3 mois. J'ai dit, ok, le mec, franchement. Au bout de 3 mois, il arrive. Ah oui, il m'avait dit qu'il ne savait pas coder avant. Quand même. Quand même. Au bout de 3 mois, il revient, un patch. J'ai dit, écoute, voilà, quelques modifications. Et puis le patch marche. Moi, j'ai aucune idée si le rendu est bon. Mais bon, je demande à 2 potes qui me disent, oh, ça a l'air cool. Okay. Et puis là, il me dit, t'as pas autre chose à faire? Je dis, bah écoute. J'ai un problème en hébreu. Et là, je suis... Attends, JB, t'es en train de demander à un mec qui est en Syrie en train de se faire bombarder la tête de t'occuper. Est-ce que t'es pas un peu... Bon, bref. Donc je le fais. Il me dit, pas de problème. Alors là, l'hébreu, il met 4 mois. Il revient, un patch parfait. Il me dit, JB, je m'embête. Alors j'ai dit, écoute, là j'ai un truc, c'est pour faire le rendu ce qu'on appelle complex text layout. C'est les scripts très très compliqués d'Asie du Sud-Est, comme le Malayalam. Tous les trucs en sanskrit, vous voyez, les trucs comme ça, et puis tout est lié. C'est absolument un bonheur. Et pour vous donner une idée, même dans les mondes informatiques, même dans tous les logiciels open source, il y a grosso modo 3 bibliothèques qui le font. Il y a GTK, il y a Qt, il y a Chrome, et peut-être Mozilla. Voilà. C'est tellement compliqué que personne n'a réussi à faire ça bien. Et là, le mec, il part, il revient. 6 mois plus tard, le truc est parfait. Et là, je lui dis, Salah, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, est-ce que je pourrais avoir une lettre de recommandation et un mail @videolan.org? Tu veux pas venir en France, tu veux pas un boulot? Non, je veux juste ça.
Voilà. C'est vraiment pour vous dire que en fait, c'est possible dans les communautés, c'est possible de travailler avec pas grand-chose. Et surtout, l'idée de VLC, c'est quand même que c'est un des logiciels les plus compliqués qui soit. Nous, on écrit de l'assembleur à la main. Hein. J'ai lancé un projet qui s'appelle David, c'est 250 000 lignes d'assembleur écrits à la main. Il n'y a pas d'autre logiciel aujourd'hui, c'est un autre projet de Vidéolan. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Donc c'est pas compliqué, il faut juste le vouloir, Et c'est que des gens qui ne sont pas payés, qui bossent depuis chez eux, à l'autre bout de la planète, et qui ne vont même pas se revoir. Alors, évidemment, les concepts de l'open source se sont agrandis, tout ce qu'on appelle open culture. Évidemment, ce que vous connaissez le plus, c'est Wikipédia, donc c'est vraiment de la base de connaissances en ligne. Mais vous avez des recettes de cuisine avec des gâteaux au chocolat open source, il y a des bières open source, on en a fabriqué, du chocolat open source. Il y a, grosso modo, toutes les créations intellectuelles ont récupéré ce concept d'open culture. Bon, allez, quand même, on va parler de souveraineté, parce que pourquoi c'est important? Il y a deux choses à comprendre et à prendre de l'open source. Il y a se dire que, notamment au niveau souveraineté, pour se rattraper, il va falloir utiliser l'open source et la puissance de ces gens distribués qui vont être capables de faire beaucoup. Vraiment tout ce bazar des communautés open source qui finalement est capable de produire beaucoup. Mais il y a aussi utiliser la façon de s'organiser des technologies open source. C'est-à-dire que finalement, c'est ce que je disais à quelqu'un du ministère des Armées il n'y a pas très longtemps, je dis, vous vous rendez compte, vous avez plus de 100 000 personnes et vous n'avez même pas du code source partagé. Chacun refait, d'ailleurs à chaque fois en passant par un ou deux industriels à travers la DGA, personne ne réutilise ces concepts. Et notamment, en fait, ce qu'on peut faire en apprenant du libre, c'est du travail en équipe distribuée. C'est-à-dire, finalement, c'est pas très dur d'être en si grande organisation, il faut juste un peu faire confiance, définir sa maille de souveraineté, son groupe. Est-ce que ton groupe, c'est une BU? Est-ce que c'est 50 personnes? Est-ce que c'est 200? Est-ce que c'est 10 000? Mais travailler ensemble pour apprendre de la façon dont ces organisations fonctionnent. Et ça fonctionne bien. Hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans les serveurs, il n'y a pas grand monde qui te fait tourner du Windows. Hein, quand même. C'est quand même le kernel Linux. Hein. Et tout ce qu'il y avait avec. Donc, il faut aussi comprendre qu'on ne va pas tout comprendre. Ça veut dire qu'il faut faire confiance, il faut faire confiance aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne vérifie pas, et c'est ça qui est important, c'est ce que fait Debian, c'est on vérifie, on signe, on fait un réseau de signatures, on fait un réseau de confiance. Moi, je connais lui, je connais lui, je connais lui. Je veux dire, on dit 6 degrés de séparation, je suis sûr que dans cette salle, vous êtes à 3, quoi. Et puis maintenant, vous êtes tous venus ici, vous êtes 1. Se faire confiance, signer, mais vérifier. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accéder au code source. Et donc, même si vous n'allez pas le donner, et là je vais faire un peu moins que du libre, on va faire du partage de sources, c'est quand vous allez acheter un logiciel, vous allez dire, vous savez quoi? Vous allez aussi me vendre le code source. Alors, je n'ai pas le droit de l'utiliser, mais moi, au moins, je vais pouvoir le recompiler et vérifier que ce que vous me livrez, c'est ce que vous me dites. Et que par hasard, vous n'avez pas mis de backdoor. J'ai eu des gens d'un cloud provider souverain basé sur Microsoft qui m'ont dit « Non, mais t'inquiète pas, hein, on regarde les flux réseau. Bien sûr. Ah oui, c'est bien. Donc ça veut dire que ton cloud provider, il va avoir 10 terabits par seconde, tu vas analyser les 10 terabits par seconde, tout est en chiffré, donc tu vas casser tous les TLS pour pouvoir aller regarder ce qu'ils ont. Évidemment, le truc, si jamais il veut phone home, jamais tu le verras. Donc, ces organisations distribuées, ce partage du code, c'est ce qu'on appelle l'inner source. C'est-à-dire appliquer l'open source dans vos orgas. Arrêtez de redévelopper 20 fois le truc. Alors oui, c'est sûr, si vous êtes 30 dans votre PME, ça ne marche pas trop. Mais dès que vous êtes 200, 300, moi j'étais VP of Engineering chez Vente Privée, il y avait 800 personnes à la tech chez Vente Privée. Même là, en fait, il y avait 80 équipes et ils repartageaient du code et ça faisait gagner beaucoup de temps. Et tout était vérifié, tout était recompilé avec un système qui vérifiait que tout était compilé correctement. Donc, il faut apprendre des techniques et de l'habitude d'organisation de l'open source parce que ça va vous rendre plus efficace et plus agile. Et surtout, vous allez maîtriser mieux en parlant dans votre chaîne, dans ce qu'on appelle la supply chain ou les SBOM en logiciel, c'est-à-dire de dire, quand vous allez acheter un truc, vous savez quoi, vous allez aussi me donner votre truc. Alors, je n'ai pas de licence pour l'utiliser, mais au moins, je peux vérifier ce que vous faites. Alors, et voilà, après, il y a le deuxième un peu sujet qui est, aujourd'hui,
si on veut rattraper notre retard en Europe, on ne le fera pas sans l'open source. On ne le fera pas sans le libre, parce que notre retard, il est trop important aujourd'hui. J'aimerais bien vous dire que ce n'est pas le cas, mais on n'a pas de cloud provider européen. On parle d'hyperscaler. Aujourd'hui, il y a 5 cloud providers dans le monde. Il y en a 3 américains que vous connaissez, 2 chinois. Les autres, c'est quand même relativement petit. Mais c'est important parce que vos entreprises, en fait, elles travaillent quand même beaucoup avec du cloud. Et puis, il y a un manque de solutions de messagerie. Alors, il y en a quelques-unes, quand même. On n'y est pas encore. Mais sur tout ce qui est écosystème Office 365, Google Docs, on en est quand même très très loin. Et ça, il faut qu'on se mette tous ensemble de façon distribuée, et on ne le fera qu'à travers le libre. Parce que déjà, entre la France et la Belgique, on n'arrive pas à se mettre d'accord, alors quand il faut être 27, on n'y arrivera jamais. Pareil, à l'école, les habitudes d'informatique, elles se prennent tôt. Aujourd'hui, on a des générations, malheureusement, celle qui est un peu en dessous de moi, où on se rend compte qu'ils sont moins tech que notre génération, parce qu'ils sont notamment beaucoup plus consommateurs et beaucoup moins producteurs. Et donc, il faut très tôt arrêter, introduire la programmation, donc ça c'est bien, c'est fait, mais arrêter de les former juste à quelques logiciels propriétaires, parce qu'une fois qu'on est habitué à 12 ans à faire ça, on fait ça toute sa vie. Évidemment, le cloud, mais surtout le cloud et l'IA. Aujourd'hui, alors, on voit quand même qu'il y a plein de choses qui sont faites, qui sont géniaux, des modèles d'IA qu'on appelle open source. Alors on est d'accord, ce n'est pas du tout de l'open source, c'est ce qu'on appelle de l'open weight. Donc c'est ce que fait Mistral, c'est ce que fait Facebook, mais on a des gens comme Qtile ou d'autres gens qui arrivent et qui donnent justement du logiciel open source qu'on va pouvoir réentraîner nous-mêmes. Et comme tout ce qui est générative IA, c'est un peu une black box, c'est quand même très important de maîtriser cette black box. Et enfin, on va reparler d'élections, c'est un peu le sujet du moment. Faire du vote électronique sans être open source et sans vérification, c'est impossible. Pourtant, quand vous regardez, Debian, tous les ans, ils sont capables d'élire un chef, qui s'appelle le Debian Leader, et ils font ça tous les ans, et ça marche super bien. Ils ont des systèmes de vote électronique, tout est vérifiable, tout le monde peut vérifier. Et quand on regarde tous les systèmes de vote électronique aux États-Unis ou dans les pays qui ont autorisé, on est très loin de le faire. Mais aussi, et ça c'est plus sur la partie de l'État, c'est l'État, elle achète énormément de logiciels, et donc elle a une puissance d'achat monstrueuse, et la force publique ne le fait pas. Si jamais elle demandait que ce soit open source, ce qu'elle paye à des cabinets de conseil qui ne payent pas du tout très cher, et qui n'outsourcent pas du tout d'ailleurs leur mission dans des pays étrangers, bien sûr, si au moins ce code était redistribué, même au sein de l'État, ou si même les achats étaient orientés vers l'open source, ça aiderait tout le monde, parce qu'on pourrait réutiliser le code pour faire d'autres choses. Voilà, j'ai parlé un peu trop, alors je vous remercie.